Je vais commencer par une question simple. Selon vous, est-ce que je suis en situation de handicap? Certains diront oui, parce que sinon, je n'aurais pas posé la question. Encore que d'autres me connaissent. Ou bien qu'ils sont déjà sensibilisés à la question du handicap invisible. Pour la plupart des personnes, les handicaps physiques sont la majorité. Et pourtant, les handicaps invisibles représentent 8 personnes en situation de handicap sur 10. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vous ces personnes qui auraient pu penser de façon spontanée que je ne serais pas en situation de handicap. Et vous pourriez légitimement vous demander, mais pourquoi est-elle en situation de handicap? J'ai entre autres un trouble du spectre de l'autisme. Mais oui, et alors, elle est où la situation de handicap? Dans mon cas, ce trouble du neurodéveloppement implique des difficultés à traiter les informations sensorielles et cognitives. Je peux avoir des difficultés à traiter les informations orales, ce qui peut amener à des surcharges cognitives. Ou bien, dû à un excès de stimulation auditive et visuelle, je peux avoir des surcharges sensorielles. Dans l'amphithéâtre, il y a le bruit des personnes, le bruit des paquets de bonbons, le bruit des claviers d'ordinateur. Et ça crée déjà un bourdonnement inaudible dans mes oreilles. Mais le scénario empire à partir du moment où le professeur commence sa leçon et son diaporama. À partir de ce moment-là, une montagne d'informations survient. Des informations que je ne parviens pas à prioriser ou qui me demandent un coût cognitif important. Alors, mon cerveau traite tout en même temps. Les informations visuelles, le diaporama du professeur, sa gestuelle, sa posture, ses mimiques. Les informations auditives, le brouhaha de l'amphithéâtre et la voix du professeur. Et les informations kinesthésiques de ma prise de notes. Et avec toutes ces informations, mon cerveau n'arrive pas à savoir s'il doit d'abord regarder le professeur, d'abord regarder le diaporama, d'abord écouter le professeur tout en essayant d'inhiber le brouhaha de l'amphithéâtre, tout en essayant de savoir si la voix du professeur est une question rhétorique ou non. Bref, en 2 heures de cours, je passe plus de temps à essayer d'inhiber les informations pertinentes de celles qui ne le sont pas, plutôt que d'essayer d'écouter et de comprendre le cours. Ces symptômes, ils sont là depuis toujours. Pourtant, malgré eux, je reste une étudiante qui apprend à vivre avec les symptômes. On pourrait dire alors que je n'ai pas besoin d'être guérie pour être scolarisée à l'université. En psychologie, on dirait que je suis en cours de rétablissement psychosocial, parce que j'apprends à faire face à des difficultés de la vie quotidienne, comme aller à l'université. Avec l'aide de la mission handicap, nous mettons en place des aménagements qui sont censés compenser une situation de handicap. Un tuteur, un preneur de notes ou encore un tiers-temps pour les examens. Pourtant, malgré les aménagements qui m'étaient proposés, aller à l'université était toujours source de difficultés. Il me fallait donc d'autres aménagements. Alors, qu'est-ce qui me maintient en situation de handicap? Et plus exactement, qu'est-ce qui me maintient en situation de handicap à l'université, malgré les aménagements qui m'étaient proposés? Pour répondre à cette question, il m'a fallu réfléchir à mes besoins et à mes limites. Comme je l'ai dit précédemment, aller à l'université en présentiel était toujours source de difficultés. Car il y a pour moi trop de stimulation, trop d'informations, trop en fait. Pourtant, je veux poursuivre mes études. Il me faut donc trouver un compromis. Un compromis pour m'émanciper de ces situations de handicap. Parce que je ne veux plus subir. Et surtout, je ne veux plus que ces situations soient un frein à ma scolarité. Alors, le handicap n'est devenu non plus qu'une fatalité, mais il est également devenu moteur de mon rétablissement. Parce que mon histoire avec le handicap m'a amené à créer une salle Snozelen à l'université. Mais alors, qu'est-ce qu'une salle Snozelen? Cette salle a été développée aux Pays-Bas dans les années 1970 par 2 éducateurs spécialisés. Cette salle avait pour but de contribuer au bien-être des personnes en situation de handicap.
Cette salle a donc deux objectifs, la stimulation sensorielle et la relaxation sensorielle. Scientifiquement, cet espace est considéré comme un environnement multisensoriel qui permet d'induire un état de stimulation et de relaxation en agissant sur les 5 sens, mais aussi d'induire un équilibre de l'état sensoriel, c'est-à-dire un équilibre entre la stimulation et la relaxation. Il est donc intéressant de proposer cette salle à des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, parce que ce sont souvent des personnes qui présentent un profil d'hyperréactivité ou d'hyporéactivité sensorielle. Dans mon cas, l'hyperactivité sensorielle se traduit par une importante sensibilité au bruit, alors qu'avec mon hyporéactivité sensorielle, je peux avoir des difficultés à traiter certaines informations sensorielles de mon corps. Parfois, je ne sais pas si j'ai chaud, et en plein été, je peux toujours porter des plaids et des couvertures. Alors, la salse nasolaine me permet de réguler mon système sensoriel et d'éviter des surcharges sensorielles. Mais la salse nasolaine permettrait aussi d'améliorer le développement des compétences cognitives, l'apprentissage et de fait, la réussite universitaire. Mais alors, quel est le lien entre salse nasolaine, développement des compétences cognitives, apprentissage et réussite universitaire? Au cours du semestre précédent, j'ai pu évaluer la pertinence de cette question. Et au cours de précédents travaux de recherche, il apparaît que, premièrement, le développement des compétences cognitives dépend de l'intégration du traitement de l'information sensorielle. Et deuxièmement, plus un système éducatif se veut inclusif, c'est-à-dire qui met en place des aménagements pour les personnes en situation de handicap, et plus cela favorise leur réussite universitaire. Alors, pouvons émettre l'hypothèse que si la salse nasolaine favorise les expériences d'intégration et de traitement de l'information sensorielle, alors elle pourrait aussi favoriser le développement des compétences cognitives, l'apprentissage et de fait la réussite universitaire. Pour répondre à cette question, j'ai rédigé un protocole expérimental qui a pour but d'évaluer l'impact de la salse nasolaine sur les compétences académiques et dont l'expérimentation pourrait commencer pendant mon master. À Aix-Marseille Université, cette salle a été financée par la CEVEC, Contribution Vie étudiante et de campus, et a été créée sur le site d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, cet espace, qui se veut être un aménagement inclusif, pourrait être inventé dans d'autres espaces universitaires, afin d'aider et d'accompagner les personnes qui, comme moi, sont en situation de handicap, afin de favoriser notre réussite universitaire, afin de favoriser notre établissement psychosocial, et afin de permettre à l'université de devenir un lieu d'émancipation pour les personnes en situation de handicap.